On va tout de suite démarrer par toute autre chose, un drame. Cette fête de village qui s'est très mal terminée dans la Drôme ce week-end, puisqu'un gamin de 16 ans, Thomas, a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche à Crépol, non loin de Valence. Et pour tenter d'en savoir plus et commenter les différentes réactions, je vous laisse, Julie, nous présenter nos débatteurs et nos premiers invités de ce soir. Ce soir, on a le plaisir d'être avec Louison. Bonsoir à vous, Louison, avec Pablo Pillo-Vivien. Bonsoir à vous, Pablo, et avec Jean-Sébastien Ferjou. Bienvenue à vous, Jean-Sébastien. On accueille aussi nos invités, Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. Bonsoir à vous, Guillaume, et Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On commence peut-être par les faits, ce qui s'est passé, ce que l'on sait, à l'heure où on parle à nos téléspectateurs, parce qu'on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce qui s'est passé ce soir-là, samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche? Alors, Thomas, un adolescent de 16 ans, a été tué cette nuit-là alors qu'il participait à un bal à Crépol, village d'à peine plus de 500 habitants. Un bal organisé dans la salle des fêtes du village. Vers 2 h du matin, un groupe d'au moins une dizaine de personnes s'est présenté devant la salle. Un vigile qui leur a interdit l'accès a été blessé à l'arme blanche, et alors qu'ils se trouvaient en difficulté, des personnes sont sorties de la salle et ça s'est transformé en une attaque mortelle. Peut-être qu'on peut aller retrouver à Crépol Alizé Boissin. Vous êtes avec nous, Alizé, sur place à Crépol. Vous avez, avec nos équipes, recueilli tout un tas de témoignages. Et à travers ces témoignages, le scénario de l'attaque se déroule 48 heures après. Oui, c'est ça. Des équipes de BFM TV ont pu rencontrer des personnes qui étaient à la soirée, qui ont pu voir cette bagarre, cette attaque. Il est encore très difficile de mettre des mots dessus ce soir. Et donc, vous l'avez dit, une soirée qui a dégénéré aux alentours de 2 h du matin ici à Crépol, dans une commune de 600 habitants où il y avait majoritairement des jeunes présents à cette soirée, mais aussi des personnes plus âgées, parce que c'était ouvert finalement à tous. Et je vous propose d'écouter ce témoignage exclusif, recueilli par Edgar Becquet et Colline Chambol. C'est qu'ils viennent pour tuer, c'est tout. Et c'est pas une rite. Ils sont venus pour tuer, ils sont venus parce qu'ils avaient l'intention de tuer. La salle, on aurait dit, la salle, elle ressemble à un abattoir. Parce que tous ceux qui rentraient blessés, on les couchait par terre, comme la guerre. Et on les soignait. Là, quand ils sont venus les pompiers, ils perfusion et tout. Donc tout sur la salle des fêtes, derrière le bar. Ça, Donc vous voyez, c'était pas là pour s'amuser. Alors vous en doutez, aujourd'hui, eh bien évidemment, c'est l'émotion. Ici à Crépol, on a pu voir des habitants venir se recueillir autour de la salle des fêtes, déposer des fleurs et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et puis il y a aussi la même émotion finalement à Romans-sur-Isère. C'est là où était scolarisé Thomas, le jeune homme qui est décédé. Il y a d'ailleurs eu une minute de silence dans ce lycée. Et puis certains reporters ont pu avec des lycéens qui expliquaient évidemment leur choc, leur émotion. Et puis finalement, peut-être dernière information de la soirée, c'est une marche blanche qui est organisée mercredi dans l'après-midi en l'hommage de Thomas. Un témoignage terrible, évidemment, qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous savez de plus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Guillaume Fard? Mais que l'enquête doit déterminer qui sont les auteurs, parce que pour l'heure, ils ne sont pas encore identifiés, et quelles étaient leurs motivations. Quelle était la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles ils se sont présentés aux environs 2 h du matin, que ce vigile a été agressé et que d'autres personnes ont été blessées, dont une mortellement. Ça reste les 2 principales inconnues à ce stade ce soir. Aucune interpellation 48 heures plus tard? Pas en l'état de nos informations. C'est Mélanie Vecchio qui suit précisément cette affaire au service police-justice de BFM TV. Et pour l'heure, les investigations qui sont confiées à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble sont en cours et doivent d'abord retrouver ces personnes pour ensuite comprendre les motivations. Parce qu'une fois qu'elles seront interpellées, on pourra les interroger. Pardon de poser des questions dont je ne suis pas certain que vous ayez forcément les réponses, mais est-ce qu'il y avait des caméras, par exemple? Est-ce qu'on sait si ces scènes-là ont été filmées? Pas dans les informations, encore une fois, qui sont remontées. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait de multiples témoins. Donc des smartphones, éventuellement. Plusieurs centaines de personnes, et donc probablement que si certaines de ces personnes ont utilisé un téléphone portable à ce moment-là, ces vidéos pourraient être utilisées par les enquêteurs. Mais beaucoup de personnes ont pu faire une description précise de ce qu'elles ont vu, puisqu'elles étaient très nombreuses ce soir-là. Et il est évident que ces éléments vont aider les enquêteurs, à commencer par le témoignage de cet agent de sécurité privée qui a été quand même blessé assez grièvement au niveau des mains et des doigts. Et
et qui pourra témoigner aussi de qui sont ces agresseurs ou donner des informations précises. Et oui, faire une description plus précise de ces agresseurs. On a entendu ce mot rixe dans le témoin, justement pour contredire ce mot. Ce n'était pas une rixe, a dit ce témoin. Je sais que ça vous a fait réagir, vous aussi, Jean-Sébastien Ferjou. J'ai vu votre tweet aujourd'hui. Vous avez posté contre une des radios du service public qui parlait de rixe jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas une rixe. Je crois que ça n'a d'ailleurs pas été le seul média à le qualifier comme ça, non, parce qu'une rixe, ça suppose un affrontement volontaire entre deux bandes, quelque chose qui dégénère. Là, manifestement, c'est une expédition. Alors, on n'en connaît pas les motivations, dont je n'ai certainement pas essayé de les déterminer par moi-même. Là, c'est à la justice de le faire, mais non, ça n'est pas une rixe. Et je pense que l'euphémisation d'un certain nombre de faits qui se passent dans le pays est grave, oui, parce que c'est d'autres choses dont il s'agit, et quelles qu'en soient les natures, que ce soit pour des raisons liées à des trafics de stupéfiants, que ce soit pour des raisons de vengeance, bref, quelle qu'en soit la raison, de toute façon, la violence de ce type d'agression-là n'est pas acceptable en France, et qualifier ça de rixe, c'est euphémiser ce réel. Mais est-ce que c'est pas par prudence, simplement, avant d'être... Mais en quoi s'agit-il de prudence? Je pose la question en quoi naïvement. s'agit-il de prudence, puisque une rixe, c'est une bagarre, c'est pas une bagarre de fin de balle qui a dégénéré entre deux villages opposés, comme on a connu d'autres. Enfin, en tout cas, si vous trouvez que ça y ressemble, oui, les bagarres, ça a toujours existé, mais une rixe, c'est autre chose. Et là, encore une fois, je n'ai pas l'impression que les témoignages qu'on a entendus jusqu'à présent, des gens qui étaient présents sur la scène, aient dit qu'ils y étaient pour quelque chose. J'ai plutôt entendu des gens qui disaient qu'on s'était jeté sur eux C'est une attaque. de manière indiscriminée. C'est pas une razzia non plus. Il n'y a pas de dimension de... Non, parce que vous dites... Je n'ai pas employé le mot razzia. Je dis pas vous, il y a pas de... Marine Le Pen, notamment, a employé ce mot. Mais je ne suis pas Marine Le Pen, ça ne vous aura pas échappé. Non plus. Non, puisqu'on est dans le débat sémantique. La razzia, ça veut dire qu'il y a une volonté de prédation, d'acquisition crapuleuse. On n'est pas dans ce cas-là au regard des informations qui nous remontent. Non, mais une expédition meurtrière. Voilà, peut-être qu'on peut regarder ce que dit Marine Le Pen, justement. Et on va faire réagir Laurent Jacobelli, Voilà. évidemment. Fête de village, mariage, fête d'anniversaire. Depuis quelques années, des villages ruraux sont victimes de véritables razzias, attaques au couteau, agressions d'une brutalité inouïe. La dernière a fait un mort, un gamin. Plus personne n'est à l'abri. Trop, c'est trop. Elle parle de razzia. Oui, mais ce qui s'est passé est quand même terrible. C'est un gamin de 16 ans, un ado, a perdu la vie en sortant d'un moment festif. Parce qu'il y a une bande d'une dizaine de personnes qui est arrivée de la cité d'à côté, apparemment pour en découdre, apparemment, selon les témoignages, pour tuer et agresser. Ils sont arrivés avec des couteaux. Et donc là, il y a une jeune victime. On est sûr, ça, Ouais, voilà, que c'est de la cité d'à côté. Pour là, l'information n'est pas confirmée Je crois que le procureur l'a dit lui-même. Je crois que la maire de la commune l'a dit. Donc, en tout cas, il y a des indices ou un faisceau d'indices. Ils emploient le conditionnel. Il pourrait être. Bon, alors employons le conditionnel si vous préférez. Il faut être prudent, pardon. Il faut être prudent, mais clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même une bande de voyous qui a déboulé et qui a tranché tout ce qu'il pouvait. Il y a eu un mort, c'est horrible, un gamin de 16 ans. Il y a eu des victimes qui sont en ce moment à l'hôpital. Il y en a 2. Il y a eu un vigile blessé, de nombreuses personnes. Donc, je pense qu'on peut faire un débat sémantique. Je pense que la gravité de la situation nous oblige quand même à faire un constat réel. Oui, c'est vrai, il y a un ensauvagement de la société. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on bat, on tape, on tue pour un mauvais regard, parce qu'on n'est pas content, sans véritable motif. Vous êtes d'accord avec ce terme ensauvagement de la société, Guillaume Farr? Non, si on considère que le fait qu'on tue davantage, c'est l'ensauvagement, et que le fait que l'on tue moins, c'est un progrès social, le fait est que l'on tue moins. En 2008, il y a 15 ans, il y a eu 1140 homicides en France. Mais ce n'est pas la statistique qu'il faut regarder, pardon Guillaume. Mais la statistique qu'il faut regarder, ce sont celles des attaques, parce que les urgences ont fait énormément de progrès, et les gens, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des criminologues très sérieux. Oui, quand vous cumulez le nombre de morts et le nombre de gens attaqués, le nombre de gens attaqués au couteau, les mêmes qui seraient morts il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce que nous n'aurions pas su les sauver, aujourd'hui ne le sont plus. Quand vous cumulez le nombre de morts par arme blanche plus le nombre d'attaques par arme blanche, nous sommes sur une véritable progression depuis 30 ans. Et puis, il y a moins de personnes qui meurent. Si je peux me permettre. Tant mieux, mais c'est grâce à la médecine. On tue pas seulement. Un enfant n'est pas une statistique. Un gamin de 16 ans, c'est pas une statistique. Si vous aimez les chiffres, moi j'en ai une pour vous qui vient du ministère de l'Intérieur. Dans les villes de 2000 habitants, c'est-à-dire les petites communes, le nombre d'agressions, de coups et blessures a augmenté de 37% en 3 ans. Parce que ce qui était l'apanage hier des cités est devenu fréquent aussi dans les centres-villes et maintenant s'étend dans les banlieues. Pourquoi? Dans les banlieues et dans les milieux ruraux. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice, il n'y a plus d'autorité. Il y a des jeunes qui se croient, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui se croient tout permis en se pensant dans une situation d'immunité totale et qui donc sortent de certains quartiers où ils agissaient avant et vont attaquer en véritable expédition punitive dans des petits villages. Ça peut ne pas vous inquiéter, vous pouvez vous retrancher derrière un tableau Excel. C'est extrêmement inquiétant parce qu'aujourd'hui, même dans les petits villages, les gens ont peur. Le risque de volontaires dans les communes hors urbanité, comme on dit dans les statistiques, moins de 2000 habitants, est moitié moindre que la moyenne nationale. C'est vrai. C'est surtout ça la réalité. Donc, mais ça explose. Mais ça explose. Dites la vérité. Ça explose. 37% en 3 ans, c'est une explosion. Je ne vais pas dire votre vérité. C'est celle du ministre de l'Intérieur. Oublions les statistiques, parce que de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un drame. Ce qu'on peut juste reprocher parfois à la classe politique, dont vous faites partie, et au Rassemblement national en particulier, c'est peut-être d'aller trop vite dans, on va dire, des conclusions et des commentaires, alors qu'on ne sait pas exactement encore, même si on a des doutes, même s'il y a des témoins. Et je pense que ici, à BFM TV, on sera les premiers à dire de qui il s'agit quand on saura, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc je trouve quand même que tout le monde va un peu vite en la besogne. Pablo. Oui, moi, juste avant de continuer ce passionnant débat, j'aimerais d'abord qu'on ait une pensée pour la famille, exactement, pour la famille de Thomas, pour tous ses proches, pour tous ces gens qui sont absolument traumatisés dans ce village de la Drôme. Ensuite, je vais reprendre les mots de M. Jacobelli qui parlait de gravité de la situation. Moi, je suis complètement d'accord. Il faut beaucoup de gravité. Cette situation est grave et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, ne pas aller trop vite en fait dans le jugement que l'on porte sur ce qui s'est passé. Et lorsque je vois des membres du Rassemblement national parler de gamins de cité, c'est Jordan Bardella aussi a fait un tweet en ce sens, ou Éric Zemmour de Reconquête qui parle de francocide, c'est-à-dire que en gros il sous-entend que ce gamin Thomas a été tué parce qu'il est français, parce qu'il était français. C'est ça que ça veut dire francocide dans le vocabulaire complètement démentiel d'Éric Zemmour. Eh bien là, en je pense rappelant que certainement, s'il y a eu une bataille et s'il y a eu une agression d'un côté, il se peut que ce soit des Français, quels qu'ils soient, mais des Français qui aient attaqué d'autres Français, même s'ils ne viennent pas. Mais justement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais par contre, politiquement, c'est intéressant ce qui se passe. Politiquement, vous avez la droite et en fait l'extrême droite qui se mobilise pour essayer de récupérer ce fait divers et l'inscrire en fait dans son récit pour stigmatiser, comme l'a dit Monsieur Jacobelli, des jeunes de banlieue, des jeunes de cité, pardon, avec tout l'imaginaire en fait qu'il y a derrière ces jeunes de cité. J'ai vu un média d'extrême droite qui s'appelle Le Livre Noir qui a dit oui, ils étaient en survêtement. Ils ont fait un tweet en disant ces jeunes étaient en survêtement. En fait, tout l'imaginaire en fait qui est convoqué pour essayer de pointer une catégorie socio-politique. Certains ils vont encore plus fort. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet d'Alexandre Benalla. Il est toujours là, Alexandre Benalla. Il a tweeté. J'ose à peine lire son tweet. Je ne sais pas si on peut le montrer. Les fils de P, hein, je ne vais même pas le dire moi, qui ont tué le jeune Thomas, massacré un vigile en lui taillant les doigts et blessé gravement avec des lames des jeunes qui faisaient tranquillement la fête dans une soirée de village tranquille, méritent le pire châtiment sur terre. Mais on sait comment ça va se terminer. Ils vont, grâce au travail acharné des enquêteurs de la gendarmerie, être retrouvés. Puis ils pleurnicheront comme des petites filles en garde à vue quand ils comprendront qu'ils risquent la perpétuité pour homicide volontaire en bande organisée. Là, vraiment, mais quand même, on lit tout et n'importe quoi. L'ère des réseaux sociaux fait que les gens réagissent à une vitesse... Vous savez ce qui s'est passé par ailleurs. Je suis assez d'accord sur le côté... Moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est que chacun a sa cause désormais. Et on a vu un autre fait divers tragique aujourd'hui. Un jeune jardinier dans le Val-de-Marne, si je me souviens bien, qui s'appelle Mourad, voilà, sur lequel s'est jeté un septuagénaire en lui disant « Je suis ici chez moi » et qui lui a tailladé la gorge. Ce qui est évidemment absolument insoutenable, ce qui est évidemment absolument scandaleux, mais la France Insoumise s'est jetée, parce que vous disiez que le Rassemblement National se jetait sur les faits divers qu'il a tous les politiques. La France Insoumise s'est jetée sur l'autre. On a vu tous les responsables de la France Insoumise dire « Bien sûr, c'est à cause de l'extrême droite ». Ils ne connaissent pas plus les motivations. Et moi, je vous disais, moi, sur Crépol, que je n'ai aucune idée de qui sont les coupables. Et au-delà de ça, je ne trouve pas ça moins grave que les jeunes en question ou que ceux qui soient venus les attaquer viennent de la cité ou d'un village ou d'un bois. Je ne sais pas qui ils sont. Ce qui est grave, c'est ce qu'ont subi ceux qui étaient attaquer, mais par pitié, ne nous enfermons pas dans ces espèces d'appartenance, parce que les algorithmes sont profondément dangereux là-dessus, parce qu'on ne nous met plus sous le nez que ce qui est censé nous émouvoir en fonction de ce que nous sommes, de ce que l'algorithme croit que nous sommes. Alors d'abord, l'ironie d'Alexandre Benalla qui condamne la violence, au passage. Oui, ça c'est déjà, Enfin, elle n'était quand même pas de la même nature, malgré tout.
Bah, lui, c'est un professionnel, donc il fait ça beaucoup mieux, c'est vrai. Mais bref, au-delà de ça, je pense que le fait divers est un piège. Parce que forcément, on s'est tous imaginé dans cette salle des fêtes, en train de finir la soirée et de voir des gens qui débarquent pour nous casser la gueule. De même que j'ai vu les images de cette plaie là au cou qui est quand même terrible. Le fait divers, il vient vous appuyer sur quelque chose de très sensible. Donc forcément, vous réagissez de façon très viscérale et c'est jamais très intelligent. Et quand en plus, il y a des récupérations politiques d'un bord ou d'un autre, plutôt dans les extrêmes, c'est d'une dangerosité totale. Et les chiffres que mon voisin a sont ce qu'il faut écouter et ce à quoi il faut se référer. Alors justement, ces chiffres-là, s'il vous plaît, j'aimerais revenir sur ces chiffres quand même. Parce que, alors moi, j'ai des chiffres du ministère de l'Intérieur qui parlent d'une augmentation de tous les indicateurs de la délinquance, homicides, coups et blessures, violences sexuelles, en 2022. Oui. Est-ce que ça aurait changé en 2023 On n'a pas encore l'année, mais il faut attendre le bilan en 2023. Mais oui, bien sûr que les indicateurs ont augmenté entre 2021 et 2022. Coups et blessures de 15%, violences sexuelles de 11%, les homicides de 8%. Oui. C'est pour ça que je suis surprise. Et ensuite, ce bilan-là, il faut le comparer aussi à l'année 2019, qui est plutôt une année de référence, parce que 2020, tous ces indicateurs ont profondément chuté en raison notamment de deux confinements. Et on revient en 2022 sur un niveau qui, pour une série d'indicateurs, est à peu près équivalent à 2019. Mais la tendance, qui est celle de l'augmentation, effectivement, des atteintes contre les personnes, parce que c'est essentiellement de cela dont on parle. Elle concerne, pour l'essentiel, les milieux urbains. Et sur l'augmentation des faits les plus graves, que sont les homicides, parce qu'il n'y a pas plus grave que l'homicide dans la hiérarchie des peines, c'est ce qui est d'ailleurs puni le plus sévèrement. Pour l'augmentation des homicides, les plus 9% entre 2021 et 2022, c'est des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants commis en ville. Et ça concerne en quoi la campagne ? Quand on prend la carte par département, je mets les Outre-mer à part pour une situation bien précise, ce sont eux le trio de tête, c'est la Corse. C'est le département de la Corse. Alors, qu'est-ce qu'on va en tirer comme règle générale ? Que la Corse est le département le plus criminogène de France ? Parce que statistiquement, c'est ça que cela veut dire. Personnellement, j'y passe mes vacances. Est-ce que les homicides sont vraiment le baromètre pour juger, pour apprécier ce que vivent les Français au quotidien ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le cas la zone grise derrière, il y a les drames. C'est quoi la zone grise de l'homicide ? Puisque quand quelqu'un meurt, on le sait. Laurent Jacobelli, on laisse parler notre invité, pardon. Excusez-moi, vos tableaux de chiffres d'ailleurs m'étonnent. Moi, je peux encore un chiffre et puis après on va aller dans le fond quand même, parce que la Meuse est un département où les coups et blessures en un an ont augmenté de 38%. C'est un département très rural. Oui, quelle est la part des violences intrafamiliales ? Vous êtes député de Moselle, il faut le rappeler, c'est pour ça que... Non, mais oui, c'est pas loin de chez moi. Moi, j'ai fait des patrouilles de police et de gendarmerie dans ma circonscription, la 8e de la Moselle. Et ils m'ont expliqué, ce que vous savez probablement, puisque vous êtes un expert, qu'ils vont aujourd'hui dans des zones où ils n'allaient pas avant, notamment des petits villages où il y a maintenant des trafics de drogue qu'il n'y avait pas avant, où il y a des règlements de compte qu'il n'y avait pas avant. Et donc, on peut se réfugier derrière la statistique, mais il se trouve que la violence, elle se répand. Et ce qu'on voit là, au-delà d'être un fait divers, ça devient un fait de société. Et c'est pour ça qu'on réagit. On réagit parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que vous ne vivez pas la même réalité que les Français. On parle d'un bal populaire. On n'a pas le même âge. Mais moi, quand j'étais jeune et que j'allais à un bal populaire, on fouillait pas les sacs à l'entrée, il n'y avait pas de palpation et on passait pas la loi du sous 20 les janvier bornes. 95, Aujourd'hui, on est obligé de passer par ces barrières de sécurité parce que la violence, elle est partout. Vous pouvez ne pas le croire, vous ne pouvez pas l'entendre, mais c'est la réalité que vivent les Français. Et face à cela, il faut des mesures, et notamment une justice exemplaire. Laurent, quand je vois que ce policier qui a été traîné à Nantes derrière une voiture, celui qui a fait ça, dans une société on en a parlé ici, on sait. 35 heures de travaux d'intérêt général. Le oui. signal qui est envoyé, c'est qu'on ne délimite plus pour les plus jeunes la limite entre le bien et le mal, et donc on peut presque pas leur en vouloir de ne plus avoir de repères, mais surtout on leur dit, mais allez-y. C'est open bar. La violence aujourd'hui. Alors c'est pas le rôle de la justice de délimiter le bien et le mal. Sanctionner ceux qui dévient de la collectivité. Si. Non, pas une politique pénale. Non, il n'y a pas bien et mal dans le politique pénale. Ah bon, alors allez me trouver les notions de bien et de mal dans le code pénal. Je vous pose la question autrement. Un homicide, par exemple, c'est mal. Ne jouez pas sur les mots. Je vous pose la question autrement. Je suis d'accord. Pour vous, on peut le juger moralement et je le juge. Un homicide, c'est mal. Non, mais je le juge autant moralement que vous, mais ce n'est pas le rôle de la justice. Précisément, les arguments de la juge des enfants, c'était de la réinsertion de cet enfant de 16 ans qui avait fait rouler sur plusieurs mètres. Est-ce que vous trouvez que 35 heures d'intérêt général... On l'a dit ici. Vous trouvez... Non, mais on l'a dit, c'est normal? Non, est-ce que vous savez que on a dit que ça aurait été 35 mois, ça aurait été mieux. On est d'accord au moins là-dessus. Non, moi je me range à la décision de justice, je remets pas en question la décision de justice. Voilà. Comprenez comment elle est interprétée. Vous devriez faire pareil parce que vous êtes député. Comprenez comment elle est interprétée.